amnigana sabke dul jooga idaacadda nuurisa ay nabad nootay nabad nootay nabad nootay nabad adduunyada noolahani amnigana sabke dul jooga idaacadda nuurisa ay nabad nootay nabad nootay nabad nootay nabad codkaaga lagu nastay. Lasconi, c'est un écrivain, historiographe, documentariste, conférencier et globe-trotteur. Lasconi est un chercheur pluridisciplinaire qui sillonne le monde avec sa caméra pour nous livrer l'information. En croisade contre l'ignorance, à la recherche de la vérité historique, ses nombreuses investigations sur le terrain fait de lui un des rares spécialistes à s'être constitué une importante banque d'images sur le monde noir, contenant plus de 1500 pièces et des milliers d'heures de films. D'ailleurs, Aminata Samb, Oui. que tu as eu l'honneur de recevoir dans ce Absolument. studio, va certainement recevoir Lasconi lors de l'événement Vision de Cam qui se tient le 22, 23, 24 février prochain. Février ici, oui. Voilà. En plus des images, du texte et des documents d'archives, il s'évertue par ses récits de voyages à faire partager son savoir et son expérience pour l'éveil des consciences en Afrique et dans la diaspora. Infatigable défenseur de la cause noire et disciple de Marcus Garvey, son objectif est de montrer l'autre facette de l'Afrique, celle qui rit, qui gagne, qui innove, et non celle qui tend la main pour recevoir les miettes de ce qui lui appartient. Passionné de culture africaine, Lasconi est un afro-optimiste qui, à travers ses poèmes très émouvants, expose et dénonce les maux qui paralysent l'Afrique sans perdre de vue que le chemin sera long et parsemé d'embûches. Bonjour donc, monsieur Lasconi. Bonjour à vous, bonjour aux éditeurs de votre radio. Merci Et beaucoup. bonne année surtout à tout le monde. Oui, effectivement. Merci Lasconi. Merci beaucoup. Monsieur Lasconi, voilà, il y a quelques jours de ça, il y a eu un joli discours du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, qui avait sorti quelque chose d'extraordinaire. Je viens du continent le plus riche, mais qui n'a jamais eu que des gens qui sont pauvres. Êtes-vous déjà d'accord avec son assertion? Disons que je vais reformuler cet extrait du discours du docteur Mukwege, qui est pour moi un très grand homme, et je suis heureux que ce soit un fils de mon pays. Nous ne sommes pas de deux pays différents, nous venons du Congo avec un cas, donc nous sommes du même pays qui a été balkanisé. Exactement. Ça, c'est important, Voilà. parce que je ne suis pas dans le paradigme de la balkanisation. Deuxièmement, pour aller dans le même sens que le docteur Mukwege, je reformulerai les choses autrement en empruntant un adage du président Kwame Nkrumah, père du panafricanisme sur le continent africain, qui avait dit « ce n'est pas l'Afrique qui est pauvre, ce sont les Africains qui sont pauvres ». Donc, en fait, le continent africain a été appauvri, alors que ce continent détient les gisements les plus importants des matières stratégiques aujourd'hui. C'est ce qui me rend afro-optimiste, parce que j'ai eu la chance d'avoir parcouru le continent des côtes du fleuve Zambèze jusqu'au Sahel. C'est un continent qui n'a pas beaucoup de secrets pour moi, d'autant plus que j'ai fait l'essentiel de mes études supérieures d'histoire dans les centres initiatiques d'Afrique. Et comme vous avez su bien le dire dans votre introduction, je sillonne le globe caméra en main parce que je suis un passionné de l'histoire, un passionné des images inédites. Ce qui m'a permis aujourd'hui de constituer l'une des plus importantes banques d'images au monde, qui est ma base de données située à Accra, qui s'intitule Cimarron Ltd. Voilà, en gros, ce que je pourrais dire. Lasconi, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, c'était le 6 novembre à Paris.
Et quelques jours après, tu te déplaçais pour Haïti. Ben, disons que Haïti est une terre sacrée pour nous parce que c'est c'est le pays où les Africains ont vaincu l'arrogance pour la première fois dans notre histoire, depuis en tout cas que nous avons perdu l'initiative historique. Nous avons vaincu la plus grande armée du monde, celle de Napoléon Bonaparte, conduite par son beau-frère Leclerc. C'est ce qu'on appelle la bataille de Vertières qui s'est déroulée le 18 novembre 1803. Vertières est une localité qui est située au Cap Haïtien. Et là, les Africains ont brillé par leur bravoure. Pour la première fois, il y a eu une coalition d'anciens esclaves qui se sont libérés grâce à un slogan « couper tête, bouler caille », qui signifie en créole haïtien « couper les têtes, brûler les maisons ». Et ce slogan sera transformé plus tard en une devise qui sera la première devise républicaine de la République d'Haïti. L'union fait la force. Donc Haïti reste pour nous le modèle absolu. Voilà pourquoi ce pays a été longtemps dénigré, parce qu'on voudrait en faire une vitrine de pauvreté effroyable pour effrayer ceux qui sont encore retenus dans les dom-toms. Histoire d'Haïti assez tragique, mais est-ce qu'on peut rappeler juste... Elle est à la fois tragique et belle. Il faut aussi retenir que c'est en Haïti que les Africains ont fait exploser leur génie civil et militaire. Parce que c'est quand même un pays, un petit pays, qui a connu un blocus du syndicat des empires coloniaux constitué par la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, l'Angleterre. Parce que la plupart de ces colonies voyaient d'un très mauvais... la plupart de ces pays colonisateurs voyaient d'un très mauvais œil que des nègres puissent se libérer. Et n'oublions pas que lorsque Haïti accède à son indépendance le 1er janvier 1804, c'est un empire. C'est un empire. Puisqu'à la tête, on a le général Jean-Jacques Dessalines qui va s'auto-couronner Henri Ier. Donc c'est un empire. Il y a des grandes réalisations. Le plus grand fort des Amériques s'y trouve. C'est ce qu'on appelle la citadelle Henri, qui est quand même située à 1000 mètres d'altitude. Et en dehors de cela, les Haïtiens vont construire le palais, par exemple, de Sans Souci, qui est situé dans la localité de Milo. C'est quand même un palais digne des pharaons, avec plus de 365 portes et fenêtres, ce qui correspond au nombre de jours de l'année. Ce sont là des vestiges qu'il faut voir, parce que le palais est encore debout. Moi, je l'ai vu il y a à peine quelques semaines, et lorsqu'on voit ça, on est impressionné. Ce sont des Africains qui ont construit cela. La plupart de ces gens qui étaient sur le chantier n'avaient jamais été à l'école, puisque pendant l'esclavage, il était interdit aux Africains d'aller à l'école. La question qu'on se pose, comment des gens qui ont été privés d'éducation ont pu réaliser des édifices aussi féeriques. La citadelle Henri, je n'ai jamais vu de ma vie, en dehors de l'Afrique, un édifice aussi grand et aussi beau, qui défie le temps. N'oubliez pas que Haïti a connu plusieurs catastrophes naturelles, notamment des tremblements de terre, des cyclones, mais les édifices sont toujours debout. Et en dehors de cette citadelle, il y en a d'autres. Juste comme ça, Monsieur Lasconi, où est-ce qu'on peut voir? Avez-vous déjà pris des photos ou fait un quelconque... Bien sûr, non seulement j'ai fait des photos, mais j'ai fait des films. J'ai une filmographie assez importante. J'ai réalisé plus d'une centaine de documentaires Voilà. pédagogiques. Alors, ce que je veux savoir, c'est justement, est-ce qu'il y a un site? Comment on peut aller voir tout ça? J'ai un site où on peut voir les photos, notamment de mes périples. Voilà. Mon site, c'est NYSYMB Lasconi, Lasconi avec Y à la fin, univers.com. Il suffit de taper NYSYMB Lasconi, univers.com sur n'importe quel moteur de recherche et vous tomberez sur mon site. Parfait. Et sur mon site, il faut prendre toute la journée pour pouvoir regarder parce qu'il est assez bien fourni. Ce que j'ai fait, notamment mon parcours. Ah oui, ça on a bien vu qu'il faut effectivement, et même plus qu'une journée, pour apprécier, tout ça. J'ai réalisé pas mal de films, puisque à chaque fois que je voyage, j'essaie de vulgariser le peu que j'apprends. Mais en tout cas, j'ai au total parcouru 98 pays dans le monde, dont 419 villages repartis en 29 pays en Afrique. J'ai fait 37 îles
dans la Caraïbe sur 52, puisqu'il n'y en a que 52. Je parle des îles, hein, pas Oui, des dépendances. Donc j'ai fait 37 îles et j'espère pouvoir compléter avec les 15 autres qui me restent avant de prendre ma retraite. Le but, c'est justement de vulgariser la connaissance. Comme le dit si bien un proverbe africain, tant que les lions n'auront pas d'historien, les histoires de chasse seront toujours à la gloire du chasseur. Ah oui. Donc pendant 400 ans, nous avons eu droit à la version du chasseur. Il serait temps que le gibier s'exprime. Et donc, je me fais le porte-parole du gibier. Et je ne sais pas si le lion va le laisser prendre sa retraite. Non, Alors, Lasconi... J'ai bien l'intention de prendre ma retraite parce que je fais ce travail depuis que je suis petit. Et d'autant plus que j'ai commencé à voyager avec mes parents. Donc, j'ai commencé à voyager depuis l'âge de 7 ans. Et au bout d'un moment, ça pèse. Si on peut avoir quelques éléments par rapport Oui, à ton actualité le 13. Effectivement, parce que je serai de passage justement à Paris. Et donc, beaucoup de gens ont réclamé à ce que je fasse un exposé de mon périple. Comme d'habitude, hein, à chaque fois que je fais un voyage, si je suis à Paris ou en tout cas dans une métropole européenne, je fais toujours un exposé pour que la communauté puisse s'en imprégner. Donc le 13 janvier à 16h, je fixe rendez-vous aux auditeurs de venir à la galerie-restaurant Itegué Taïtou, qui est située au 66 rue Armand Carrel, dans le 19e arrondissement métro Jaurès. Alors, Itegué Taïtou, il s'agit d'une galerie-restaurant éthiopien qui a été dédiée, qui est devenu un temple du savoir et de la gastronomie. Nous avons choisi ce lieu particulièrement parce qu'il est spacieux, confortable et surtout, c'est parce que Taïtou, Bétoul, fut l'épouse de l'empereur Ménélique II, qui fut l'architecte de la grande victoire d'Adwa. C'est-à-dire que c'est lui qui a signé l'acte de décès de l'impérialisme en Afrique, puisqu'à partir du 1er mars 1896, aucune puissance coloniale ne s'est plus jamais aventurée en Afrique pour conquérir les terres. Et n'oublions pas que la bataille d'Adwa a été à l'origine d'un traumatisme en Italie, au point où le Premier ministre italien était obligé de déménager. D'ailleurs, le nom Adwa aujourd'hui est devenu le symbole de la honte de l'Italie, parce que pour la première fois, une puissance coloniale qui était motorisée, avec une armée motorisée, a été battue à plat de couture. Donc, Itegué Taïtou, pour nous, est un nom qui sonne fort, d'autant plus que moi, je viens du Congo, où le matriarcat reste quand même la chose la plus précieuse, et voilà qu'une femme élabore une stratégie pour remporter la plus brillante victoire de l'Afrique. Parce que c'est Taïtou Bétoul, épouse de Ménélique II, qui est la grande stratège de cette victoire. Absolument, et là je peux que le confirmer, vu que je viens de cette région-là, justement, je suis de Djibouti, pas loin de l'Éthiopie, c'était exactement le même territoire, absolument, Djibouti, à l'époque. La Somalie, voilà. C'était le même royaume, d'ailleurs jusqu'au Yémen, puisque la capitale du royaume Aksumite était au Yémen. Et c'est là où, jusqu'à aujourd'hui, Yéménites et Éthiopiens sont en train de se battre pour savoir la reine de Saba était-elle yéménite ou éthiopienne. Disons que déjà, vous suis. Moi qui ai eu la chance de parcourir l'Éthiopie, parce que j'ai fait quasiment les 3/4 de l'Éthiopie, ça m'a pris plus de 25 ans, et mon dernier périple en Éthiopie remonte à cet été, l'été dernier. Lorsque vous allez visiter la ville d'Aksum, vous trouverez le palais de la reine de Saba. Absolument, absolument. Et Aksum est une ville qui se trouve sur le territoire éthiopien. Donc incontestablement que Makeda, appelée reine de Saba, était une négresse d'Éthiopie. Merci pour ces précisions. Alors juste deux choses, s'il vous plaît, si vous permettez. Vous serez donc, et c'est noté, j'espère que tous les auditeurs auditrices auront noté, le 13 janvier 16h, donc vous avez votre conférence à Paris. Une petite question, quand est-ce que vous allez venir nous rendre visite ici à Nantes? Écoutez, je me déplace toujours sur invitation, c'est quand vous voulez, il n'y a pas de protocole. Hein. Ma vocation, c'est celle d'éduquer, de partager ce que je sais. Et je serais bête de mourir avec le peu que j'ai pu emmagasiner. Donc, j'attends l'invitation. Alors, l'invitation viendra. Alors, l'invitation...
adigana sabke dul jooga edeecadda nuurisaay nabad nootay nabad nootay nabad nootay nabad. Ton petit commentaire sur Sylvia Servin et puis José Amélia Plumel-Urubé, et puis il y a Nidal qui reprend le micro pour enchaîner avec la suite. Alors mon commentaire, c'est que ce sont des vaillantes combattantes qui produisent une littérature engagée, parce que lorsqu'on prend position, on est un peu mis à l'écart par le système, et je pense que ces femmes méritent toute notre considération. Rosa Amélia Plumel est une amie personnelle que je connais très bien. C'est une grande sœur qui fait un très beau travail et qui m'a fait l'honneur de préfacer mon premier recueil de poèmes, La blessure de l'âme, poésie pour jazz et musique de forêt. Et Sylvia Servin, j'ai eu à la rencontrer à plusieurs reprises. Et notre dernière rencontre remonte au théâtre du Mogador, où nous avons été voir une pièce sur le jazz dédiée à Fats Waller, qui fut l'un des grands compositeurs de la Renaissance de Harlem. Voilà. D'accord, écoutez, tout ce qu'on peut vous dire, c'est merci beaucoup. De toute façon, alors notre invitation, s'il vous plaît, elle est lancée et on vous attend avec énormément de plaisir. Ce sera avec plaisir que je viendrai dérouler un tapis d'images, parce que, comme j'ai tendance à le dire, tout récit sans preuve est une fable. L'Asconie que nous avons eu le plaisir, l'honneur, que dis-je, le privilège d'avoir, et promis, juré, mois de février, il sera des nôtres. Merci encore. L'Asconie, Peter, vous, Claude, tout, il faudrait programmer une rencontre un jour tout entier. On se donne rendez-vous dans ma brousse et on va discuter de pied ferme. J'attendais L'Asconie. J'ai toujours un cadeau pour cette dame. Ah non, c'est pas vrai. Et le pire, c'est que j'étais à Kinshasa, je l'ai exposé à son archive. Aïe, c'est hier. À Kinshasa, je l'ai fait. Hein. C'est mon dernier DVD. Imagine, ta photo est accrochée au Musée national de Kinshasa. C'était un événement majeur et c'est le jour où ma mère est décédée. Ma mère est décédée ici. Ah, Le temps de se faire soigner, elle est décédée, j'ai dit je pars. Parce que ma mère est décédée, elle ne reviendra plus. Je suis parti, je suis venu récupérer le corps et puis après. Ah, c'est pas vrai. Le jour où je prenais l'avion pour faire Reine d'Afrique, ma mère est décédée. Mais son départ est associé à ces... Oui, je lui ai dédié le film.